Bonjour, bonjour à tous. Du coup, Bonjour. on va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse venir. Donc, je pense qu'on va pouvoir un petit peu commencer. Je suis en train de voir qu'il y a quelques personnes qui arrivent. Ah. Donc, du coup, bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, pour ce webinaire, on va parler de l'écologie dans les pratiques managériales. Et pour cette discussion, du coup, j'ai le plaisir d'être avec Simon, CEO de Carbo, et Victoria, qui est chef de projet à Great Place to Work. Donc, pour rappel, Great Place to Work, c'est une entreprise qui se place comme expert sur la question du bien-être collaborateur et qui conseille les entreprises pour améliorer leurs procédures de management. Et quant à Carbo, son objectif, c'est d'amplifier la prise de conscience pour réduire notre empreinte carbone, donc par la technologie et la pédagogie. Mais ils en parleront mieux que moi, donc je laisse présenter chacun. Je vais peut-être commencer pour le coup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Victoria Vaguet-Aubert. Effectivement, donc je suis chef de projet chez Great Place to Work depuis maintenant 2 ans. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous lors de ce webinaire avec Simon pour voir quel éclairage on pourra donner sur ce sujet à propos des pratiques managériales et l'écologie. Et pour le coup, voilà pour ma présentation. Peut-être laisser Simon se présenter. Merci Victoria, merci Jade. Oui, bonjour à toutes et à tous, enchanté. On est ravis là pour je sais plus combien webinaire de l'année d'être avec Great Place to Work et on sent depuis le départ on était assez alignés, qu'on a parié avec Victoria et avec toute l'équipe de Great Place to Work sur le côté à la fois management d'un côté et pratique managériale et écologie. Et on a senti qu'il y avait des liens forts entre les deux qui sont pas forcément évidents d'accès, mais on va essayer de dérouler tout ça aujourd'hui avec vous tous. Ok, merci. Donc, du coup, au regard des missions de Carbo et de Great Place to Work, donc comme disait Simon, l'éco-management était vraiment le sujet le plus pertinent à la croisée des deux domaines d'activité. Et surtout, aujourd'hui, on sait que l'impact des entreprises est de plus en plus flagrant en fait sur l'environnement. Donc, il y a vraiment un enjeu à l'échelle de ces structures et de leur gestion globale. Et donc, pour redéfinir un petit peu le concept d'éco-management, c'est en fait, en quelque sorte, le management durable, c'est l'idée d'adopter une posture qui est à la fois éthique et écologique dans le management des hommes et des femmes en entreprise et dans la gouvernance globale d'une structure. Et cette éco-gestion se définit comme une méthode en quelque sorte ultime de management puisqu'elle combine à la fois le bien-être des collaborateurs et le respect de l'environnement. Donc du coup, pour aborder ce sujet-là, nous avions pensé à 3 axes de discussion pour réfléchir ensemble. Donc tout d'abord, on va faire un état des lieux. En quoi est-ce que le management et l'écologie font-ils bon ménage? Ensuite, on va évoquer les bonnes pratiques à avoir, comment intégrer l'environnement à la gestion globale d'une entreprise, quels sont les outils. Et enfin, c'est l'idée un peu d'élargir le débat à comment est-ce qu'on devrait intégrer l'écologie dans l'entreprise de demain, quelle place est-ce que nous devrions lui accorder au regard des enjeux actuels. Donc je vais laisser la parole à Victoria et à Simon pour répondre à ces questions. Et je rappelle rapidement qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions en commentaire. On y répondra soit au cours de la conversation, soit à la fin. Donc Victoria ou Simon. Super, merci beaucoup Jade. Sur cette première partie d'état des lieux, management et écologie, en quoi font-ils bon ménage, on vous propose de commencer par quelques chiffres pour savoir à quel point l'écologie est importante sur les questions environnementales et en termes de management. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que l'écologie est partout. Et on sait très bien que les salariés, et je pense qu'on est tous les trois autour de la table, et c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est une part importante de l'écologie de notre vie personnelle et donc de notre vie professionnelle. Et il y a une partie des gens qui veulent, qu'on appelle les transféreurs
qui veulent passer leurs pratiques écologiques dans la vie privée, dans leur entreprise, quoi. Après, si on met quelques chiffres, on peut dire, je pense qu'un des chiffres les plus importants, c'est 70% des salariés déclarent qu'une culture écologique affecterait leurs décisions pour rester dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même très fort au global. Et après, il y a toute une nouvelle tendance de la part plutôt des jeunes générations, donc pour la part des marques employeurs. Vous avez peut-être vu il y a un an maintenant, mais il y a plus de 30 000 étudiants qui ont signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique, comme quoi ils voulaient s'engager uniquement dans des entreprises qui faisaient attention à la planète. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent représenté qu'on a envie de travailler pour des entreprises qui font attention à l'écologie au sens large. Ce qui est un peu moins vu dans toutes ces données, c'est à quel point les pratiques managériales doivent-elles être écologiques, quoi. Ce qu'on peut sortir des différents chiffres, c'est qu'il y a une partie importante des collaborateurs en interne qui souhaitent prendre ces sujets d'écologie et le co-construire un peu avec l'entreprise. Il y a d'autres chiffres, je ne sais pas si Victoria, tu veux les commenter ou les préciser. Non, je trouve qu'effectivement, les chiffres que tu as relevés, Simon, sont hyper pertinents et qui montrent effectivement l'étendue d'un besoin qui est vraiment senti pour les collaborateurs de leur entreprise de s'impliquer dans des sujets effectivement d'écologie. Et je te rejoins sur le fait qu'effectivement, nous, c'est une tendance qu'on peut regarder aussi du point de vue de la marque employeur, où on peut voir qu'en fait, effectivement, le collaborateur va vraiment pouvoir nourrir ce sentiment de confiance lorsqu'il a du sens dans son travail. Et l'écologie fait partie effectivement du sens qu'on peut donner à une activité. Donc contribue effectivement fortement à la fidélisation des talents et à leur rétention, donc à la marque employeur. Complètement. Tout à fait, ouais. Merci Victoria. Il y a une stat qui est importante aussi, là, les 55% des collaborateurs qui disent que l'engagement environnemental ou social est plus important que le salaire. C'est ce que tu disais, là, Victoria, sur le sens, et encore plus sur les millénials. D'après ce que j'avais compris, il faudra qu'on reprécise aussi, hein, mais à l'embauche, c'est important, mais le salaire est un critère important. Mais en revanche, pour fidéliser les talents, donc c'est pour les garder sur le long terme, le salaire joue moins que l'engagement écologique, à la fois dans les pratiques managériales et à la fois dans l'engagement écologique de l'entreprise. Après, on s'est posé la question justement sur la slide d'après, sur justement à quel point, je sais pas, voilà, super, à quel point on peut lier le bien-être d'un côté du collaborateur et environnement. C'est des choses qui sont assez importantes. Et Victoria, si tu veux, je te laisse la main de cette chose. Merci. Alors, pour le coup, donc, chez Great Place to Work, on accompagne les entreprises vraiment pour les mettre en mouvement vers une culture de confiance qui va vraiment irriguer toutes les strates de l'organisation. Donc, peu importe qui on est au sein de la hiérarchie, le but, c'est vraiment que ce sentiment de confiance soit nourri par tous les collaborateurs et qu'on ait vraiment un haut niveau de qualité de vie au travail et d'expérience collaborateur dans toutes les entreprises, notamment, qu'on peut accompagner. Et en fait, on s'est rendu compte que le bien-être du collaborateur et la qualité de vie au travail au sein de l'organisation sont vraiment devenues primordiales parce qu'elles vont justement nourrir ce sentiment de confiance qui va être clé finalement dans la performance de l'entreprise. Donc en fait, les valeurs de l'entreprise, dont d'ailleurs l'écologie fait partie, et l'efficacité du leadership, comme vous pouvez voir sur le petit dessin, vont nourrir en fait ce sentiment de confiance que le collaborateur va porter à son environnement de travail. Donc, que ça soit confiance envers son management, envers ses collègues, envers aussi son travail. Et pour le coup, quand le collaborateur est en confiance, alors en fait, il peut vraiment développer pleinement son potentiel et donner le meilleur de lui-même. Donc, ça permet notamment aux talents de pouvoir se révéler et à contribuer à une culture qui soit à la fois innovatrice et économiquement performante. Donc, c'est là où, en fait, on va voir vraiment quel est l'impact donc des valeurs, du sens de l'écologie dans le sens, effectivement, des valeurs sur l'impact de performance que peut avoir l'entreprise. D'ailleurs, c'est pour vous donner quelques chiffres. Donc nous, on mène aussi des recherches chez Great Place to Work. On a la chance d'avoir un docteur fraîchement diplômé dans nos équipes. Et dans nos recherches, on a pu montrer aussi que dans un environnement de travail où il fait bon travailler, la performance de l'entreprise est meilleure
Donc, on est jusqu'à 6% de surperformance boursière annuelle en temps de crise pour les 50 meilleures entreprises lauréates que l'on vient accompagner. Donc, ça montre en fait à quel point, effectivement, le bien-être du collaborateur est important pour pouvoir garantir cette performance de l'entreprise. Ouais. Donc voilà. Et aussi, pour vous donner une étude qu'on a menée en France, on a pu voir que, par exemple, auprès d'entreprises dans le secteur du retail, les points de vente où la perception de confiance était la plus forte étaient ceux dans lesquels, en fait, les résultats de chiffre d'affaires étaient les meilleurs. Donc là, on voit clairement qu'il y a une corrélation de symétrie des attentions. Donc, plus, en fait, on porte attention aux collaborateurs, meilleur on est en termes de performance, et ça devient vraiment une composante essentielle pour une bonne gestion de l'entreprise au global. Super, c'est assez génial de voir que en fait, ces valeurs, elles sont multiples dans ce que tu dis, tu vois, les valeurs de l'entreprise, les valeurs qui participent au bien-être des employés et des salariés, elles sont multiples, mais ce qui est très intéressant de voir, c'est la tendance de fait que l'écologie devient une des valeurs, en tout cas le côté durable, écologique et autres, devient une des valeurs de plus en plus importantes de la plupart des entreprises, quoi. On s'aperçoit que maintenant, dans tous les plans des entreprises à 3 ans, à 5 ans, on va dire la neutralité climatique, le fait de prendre en compte ces enjeux écologiques arrive de plus en plus sur le sujet et fait partie des valeurs maintenant de certaines entreprises qui permettent justement de participer au bien-être des collaborateurs. C'est marrant, si pour compléter ce que tu disais, Victoria, j'ai deux sujets, en fait. Ce côté écologique est toujours complexe parce que il entraîne quand même quelque chose d'assez éco-anxieux. C'est-à-dire qu'on parle d'écologie, on a toujours l'impression que c'est un peu dur. Et pour compléter là sur sur le bien-être et valeurs, je voulais dire que il y a à la fois la valeur écologique arrive dans l'entreprise, et à la fois si les salariés, c'est une étude qui sortait, c'est IBET en 2020, qui expliquait qu'un salarié qui n'est pas motivé, en tout cas par son travail, coûte 15 000 € à l'entreprise à l'année, quasiment, pour sa non-performance, en quelque sorte. Donc là, on s'aperçoit que maintenant, le bien-être au travail associe la performance, et ça me permet de faire la bonne transition. Merci Jade d'avoir fait cette slide sur est-ce que c'est possible d'allier performance et écologie en entreprise. Et c'était vraiment la statistique sur laquelle je voulais commencer, ce côté oui, c'est possible, et c'est justement quelque chose qui est important à mettre en place dès le début pour justement arriver à allier cette performance. On sait très bien tous autour de la table, et encore plus je pense chez Great Place to Work, si jamais des salariés ne sont pas dans un état de bien-être au sein de leur entreprise, que ça coûte à l'entreprise en termes d'inefficience au global. C'est avec plaisir, Victoria, pour que tu précises un peu cette partie-là. Oui, non, complètement. Tu as tout à fait raison. Donc déjà, effectivement, on va voir qu'un collaborateur donc, qui est motivé, c'est un collaborateur qui va rester plus longtemps dans l'entreprise. Donc tout simplement, ça va pouvoir effectivement agir de manière positive sur la fidélisation des talents. Et nous, effectivement, on a mené plusieurs recherches, et on a des KPI sur le fait que effectivement une entreprise où ils font travailler, à la fois c'est une entreprise dans laquelle on va rester plus longtemps. On va pouvoir déclarer qu'on souhaite s'investir auprès de l'entreprise pour une durée plus longue. Après, le longtemps peut effectivement varier d'une personne à l'autre. Ça dépend le sens qu'on y porte. Ouais. Mais effectivement, au-delà même en fait du fait que ça soit un poids économique durant l'année où le collaborateur n'est pas nécessairement motivé, en fait, tout simplement, on va pouvoir investir sur des profils que l'on va garder et qui vont pouvoir aussi déployer tout leur potentiel et être en confiance et être plus créatifs, plus innovants, plus s'impliquer de manière générale. Non, mais tout à fait. Et je complète exactement ce que tu disais, Victoria. L'écologie au sens large, c'est pas uniquement qu'est-ce qu'on fait pour l'écologie au sein de l'entreprise, mais c'est aussi l'éco, la maison, donc comment à l'intérieur de l'entreprise chacun se sent bien dans les pratiques managériales, et c'est pour ça qu'on parle un peu d'éco-management, et Jade n'hésite pas à préciser, c'est ma définition un peu de l'éco-management à préciser, mais c'est à la fois l'externe et l'interne, et à la fois aussi sur soi-même. La vraie question, je pense, et c'était la slide d'après, c'est à quel point, et on s'est interrogé avec Victoria et Jade sur la slide d'après, à la limite, pour savoir à quel point, en fait, c'était une nouvelle prise de conscience
Je ne sais pas si vous avez ressenti ça ou si on est chacun dans notre bulle de filtre, mais finalement, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2 ans. Il y a quand même une prise de conscience un peu globale, planétaire, on va dire, au sens large, au-delà de cette crise, c'était pas vraiment l'objet du sujet, mais ça a amené des nouvelles pratiques de travail. Et au-delà des nouvelles pratiques de travail, ça a emmené des interrogations assez fortes de la part des salariés sur, bon, effectivement, la finalité, mais aussi sur la façon dont on travaille, quoi. Je vous donne quelques exemples et je laisserai Victoria compléter. Mais on s'est aperçu que un exemple, nous, qu'on voit énormément, parce que nous, Carbo, on va dire, on fait des bilans carbone, on aide les gens à prendre conscience de leur empreinte carbone. Un constat qu'on fait énormément, c'est que les voyages maintenant d'affaires ou les déplacements professionnels n'ont plus lieu d'être. Je ne sais pas si vous vous souvenez toutes et tous autour de la table, il y a 2 ans, c'était normal d'aller voir ses clients, d'aller à gauche, à droite, de se déplacer, de prendre l'avion pour une journée, etc. Aujourd'hui, en plus d'avoir eu des nouvelles méthodes de travail à cause du Covid, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas écologique, c'est pas forcément performant, et donc on est en train de tout repenser dans sa méthode de travail par rapport à un prisme écologique. Et il y a pas mal de différents sujets. C'est une prise de conscience un peu globale. Je sais pas, Victoria, si tu avais un point à compléter sur ça. Non, complètement. Nous, on a aussi donc effectivement travaillé sur plusieurs points par rapport au Covid, parce qu'on a pu voir effectivement que la crise sanitaire avait pas mal fait bouger de lignes dans la perception en fait de l'expérience collaborateur. Et nous, en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait 3 aspects en particulier qui ont été secoués par le Covid. Donc le premier, c'est vraiment l'absence de sens, donc qui a été perçu en fait dans les modes de fonctionnement. Donc c'est par exemple l'exemple de l'avion que tu viens de citer, ou par exemple, ça peut en faire partie. Aussi du rôle traditionnel des entreprises. Donc on s'est rendu compte aussi que les entreprises devaient être plus moteurs effectivement de changement et force de proposition dans des nouvelles façons de faire. La deuxième chose, c'est aussi l'impuissance en fait collective et individuelle qu'on a eue face au virus. On ne savait pas, surtout dans les premiers mois, nécessairement quoi faire. On était vraiment dans une situation où on a plus subi qu'on était proactif. Et la troisième chose, donc, c'était vraiment d'avoir un sentiment d'injustice, en fait, d'être victime finalement de cette pandémie. Et pour le coup, c'est là où en fait les entreprises ont dû prendre un nouveau rôle pour mettre en fait un place qui était rassurant, un cadre qui était rassurant à la fois sur le plan sanitaire et managérial. Et c'est aussi à partir de ce moment-là où on a été mené à se poser de vraies questions sur effectivement à la fois la place de l'écologie dans l'entreprise et des bonnes pratiques managériales au sens large, et comment est-ce qu'on faisait bouger les lignes pour accompagner au mieux les collaborateurs. Et plus on se pose de questions, effectivement, plus ça permet de faire émerger des nouvelles pratiques. Donc voilà. Et après, voilà, il y a tout effectivement ce qui est lié également aux nouvelles façons de travailler. Donc on a pu voir effectivement que les échanges étaient de plus en plus dématérialisés, donc ce qui posait de nouvelles questions, notamment sur tout ce qui est lié avec l'écologie responsable, la sensibilisation de différentes équipes au sein de l'entreprise sur très bien, effectivement, j'ai pu me rendre à droite à gauche pour pouvoir rencontrer mes clients, mais je vais envoyer un mail ou utiliser plus d'énergie sur un autre pan qui est plus sollicité qu'avant. D'accord, mais à quel moment est-ce que je peux rendre ça plus responsable, je peux avoir plus de prise de considération. Donc c'est des phénomènes émergents qu'on a pu voir depuis 2 ans. Et voilà. Et du coup, pour revenir un petit peu justement aux performances liées aux engagements pris par l'entreprise, parfois il est un peu difficile justement de savoir quel engagement, quel type d'action mis en place permet une certaine performance. Du coup, quels conseils est-ce qu'on pourrait donner à ces entreprises qui manquent parfois peut-être de recul pour savoir si vraiment cette action-là plus écologique va faire que il y aurait une évolution pour l'entreprise au global et même pour l'environnement de manière générale en fait. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller là-dessus pour une entreprise qui veut agir et qui veut totalement changer les choses, en tout cas agir pour l'environnement?
Merci Jade pour la question. Effectivement, c'est ça, c'est une fois qu'on a fait le constat global que l'écologie est important pour l'entreprise, à la fois pour les individus, pour l'entreprise et même dans son écosystème au global. Ce qui est important de voir, c'est quelles bonnes pratiques à l'intérieur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, histoire de rentrer un peu dans le vif du sujet. La première partie sur laquelle on a travaillé là, avec Victoria et Jade, c'est de se dire à quel point, et moi je le vois au quotidien, je ne sais pas comment ça se passe chez Great Place to Work, à quel point il y a une perception de l'écologie qui n'est pas forcément, on va dire, la bonne. Alors, il y a une bonne et une mauvaise perception de l'écologie, mais on voit souvent ça comme un centre de coût ou comme quelque chose qui n'est pas prioritaire dans l'entreprise, etc. Alors qu'en fait, on est convaincu, je pense, à la fois Great Place to Work et Carbo, que c'est l'environnement et l'écologie, c'est plutôt il faut le percevoir comme une source de valeur et de richesse, évidemment, et non pas comme un coût. Alors, ça a peut-être un coût financier, mais c'est un coût immatériel, ça a une valeur immatérielle très, très forte. Je ne sais pas ce que tu en penses, Victoria, de cette perception de l'écologie en entreprise. Oui, complètement. Déjà, il y a effectivement donc, des chiffres qu'on peut voir à l'écran et qu'on peut aussi se permettre de commenter pour effectivement donner du sens à tout ça. C'est que quand on prend le dernier rapport Segos, donc, qui est sorti au mois de septembre, on peut voir qu'en fait, il y a par exemple 72% des salariés français qui veulent plus s'associer aux décisions RSE. Et 71% d'entre eux qui souhaitent davantage de pédagogie sur le rôle qu'eux-mêmes pourraient jouer en fait dans l'entreprise. Donc en fait, on peut voir que ce qui chez nous est hyper aussi important, c'est de nourrir une culture qui soit collaborative et dans laquelle en fait chacun peut s'inscrire. Donc pour voir en fait l'environnement comme une source de valeur et de richesse, il est important, selon effectivement ce que pense Great Place to Work, qu'on puisse co-construire donc la politique environnementale de l'entreprise en associant les collaborateurs pour qu'eux puissent s'engager personnellement et y adhérer surtout, pour que ça soit pas effectivement des actions qu'on peut définir à un moment T de l'entreprise, mais que ça ait une prolongation dans le temps et surtout des effets suivis. Donc, qu'on pourrait éventuellement mesurer avec certains KPIs pour effectivement permettre une action à long terme. Donc, en termes de RSE, qui pourra donc nourrir aussi le sentiment de fierté du collaborateur envers son entreprise, donc il sera plus confiant, plus attiré à long terme vers son entreprise. Donc en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant donc pour l'entreprise, et c'est pour ça qu'il ne faut pas effectivement le voir comme un coût, mais plutôt un investissement à long terme pour sécuriser en fait ses collaborateurs et qui s'impliquent plus sur le long terme. Super, merci, c'est passionnant les chiffres, là je les re-regarde ensemble. Juste la slide d'avant, pardon Jade, juste pour compléter. Merci. En fait, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir que ce que j'entends, Victoria, ce que tu dis, que c'est en fait ça doit être fait en co-construction. En permanence avec les salariés. C'est hallucinant. Je ne sais pas s'il y a autour de la table des gens, donc à la fois salariés, potentiellement managers ou dirigeants ou même pas. En fait, on s'aperçoit qu'avec toutes les entreprises qu'on regarde, surtout dans les PME, ETI, on voit souvent, alors il y a plein de mots, c'est assez marrant, c'est des green squads, c'est des green teams, c'est des green warriors, c'est des green tout ce qu'on veut, qui en fait sont des salariés eux-mêmes qui s'associent ensemble entre 5-10 personnes et qui essayent de faire changer les pratiques écologiques au sein de l'entreprise. Et donc ça, c'est très chouette de voir ça. Et donc, je pense que ce que on retient, la Victoria de la slide, c'est effectivement que la co-construction est nécessaire pour justement rentrer dans ces bonnes pratiques environnementales et ça permet aux salariés de se sentir encore mieux. Et le chiffre que je n'avais pas vu, c'est ça, c'est que toutes les entreprises avec lesquelles vous travaillez sont rentrées dans cette démarche écologique de co-construction et c'est important pour elles, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et puis effectivement, donc nous, on a plusieurs entreprises. Donc Lauréate, je pourrais pas citer toutes effectivement les bonnes pratiques qu'on a pu relever, mais qui sont très intéressantes et surtout qui sont très en lien avec la culture d'entreprise particulière en fait de l'entreprise concernée. Donc c'est aussi chouette de voir que chacun peut s'approprier sa propre politique environnementale. Et par exemple, donc j'ai sous les yeux l'exemple d'une entreprise où on est sur un système de partage de conférences, en fait, par exemple, de pratiques qui peuvent être inspirantes. Donc, on peut inviter, par exemple, certains acteurs de l'écologie ou d'un sujet particulier qui tient à cœur aux collaborateurs pour pouvoir faire prendre conscience à l'ensemble, en fait, du staff effectivement, de l'importance de tel ou tel sujet. Donc, ça, c'est des choses qu'on met en place. On a aussi, par exemple...
des entreprises qui, nous on a l'exemple par exemple d'une entreprise de retail qui a travaillé à la création d'une collection spécifique à partir d'un vendu, etc. Donc c'est aussi intéressant de voir comment est-ce qu'on peut réfléchir sur ses propres produits, sur l'impact qu'ils peuvent avoir écologiquement et comment est-ce que nous on peut avoir un impact sociétal positif pour se poser des bonnes questions et effectivement redonner vie et du sens à tout ce qu'on fait. Donc voilà, on a plein d'exemples comme ça. Le but, c'est effectivement de réfléchir ensemble et de co-construire la politique environnementale qui fait sens pour soi et pas chez un autre, parce que chaque entreprise est unique. Et voilà, nous, ce qu'on voit, chacun est différent et c'est ça qui est hyper chouette à voir. Yeah, super. Et sur la slide d'après, on a réfléchi ensemble justement comment essayer de rendre ça un peu concret, les pratiques en fait, c'est-à-dire par où commencer, qu'est-ce qui est important de faire. Et avec Victoria, on s'est vraiment penché sur, on est dans une entreprise, on a envie de lancer ces sujets d'éco-management, un peu quelles sont les bonnes pratiques ou ce que nous, on a pu observer. Je les lis un petit peu ici, puis Victoria, n'hésite pas à compléter, hein, mais déjà, il y a quelque chose qui est très important qu'on n'a pas mis ici, c'est vraiment, il faut un appui de la direction assez fort, ou en tout cas du management ou des leaders sur ces sujets, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque assez régulièrement dans les entreprises, c'est que c'est quelque chose qu'il faut avoir un appui assez fort sur ces sujets-là pour que derrière, il n'y ait pas un aspect déceptif où on s'est lancé sur un sujet, mais ça n'a pas forcément avancé, quoi. Un des premiers points, alors ça, c'est un alignement entre le discours et les actions. Ces sujets d'écologie ou d'éco-management, pendant très longtemps, c'était dans les années 2000, hein, c'était l'apogée, on va dire, de la com. Donc c'est la com qui communiquait en permanence, mais c'était pas vraiment concret au sein de l'entreprise. On s'aperçoit que maintenant, c'est plus possible d'avoir ce désalignement entre discours et entre réalité. Donc ça, cette cohérence, elle est excessivement importante. Après, il y a des objectifs assez clairs pour ces green teams ou ces green management fixés par la hiérarchie. Et c'est effectivement ce que Victoria t'avait dit, hein, mais c'est le côté collaboratif, c'est exactement ça. C'est de la co-construction et vous trouverez forcément des gens qui sont motivés, c'est peut-être vous même d'ailleurs, qui sont motivés sur ces sujets au sein de l'entreprise pour faire bouger les lignes. Et après, il y a plein de sujets et on pourrait vous aider avec Great Place to Work et Carbo pour parler de ces sujets-là. En fait, il y a des ateliers qui existent, je pense à la fresque du climat, il y a plein d'ateliers d'éducation et de pédagogie en externe pour sensibiliser les collaborateurs, parce qu'on n'est pas tous autant que nous trois à fond sur ces sujets écologiques. Et après, il y a une vraie mesure, et on en a parlé la dernière fois, et ces mesures, nous, on a plusieurs outils, peut-être que vous en avez aussi chez Great Place to Work, des outils sur la performance environnementale au sens large. Il y a des outils comme Zei, qui sont un très bon outil gratuit, qui permet de voir un petit peu où vous en êtes sur l'entreprise. Et puis après, il y a des outils un peu plus globaux comme Great Place to Work, évidemment, et des outils comme Bicorp et autres. Exactement. Comme je vois que le temps file. Ouais. Oui, on va passer à la dernière partie qui était ouverture utopique. Donc globalement, dire en quoi est-ce que selon vous une entreprise de demain pourrait intégrer l'écologie dans sa gestion globale et faire en gros un brainstorm de tout ce qu'on vient de dire à peu près. Donc Victoria aussi. Oui, on a réfléchi ensemble sur un peu quelles sont les entreprises qui se lancent sur ces sujets-là, qui ont un peu d'éco-management. Alors, les entreprises qui sont là ne sont pas des entreprises qui ont mis en place des systèmes d'éco-management, de gouvernance très forts, hein. C'est des pistes que nous, on a vues et qu'on a observées avec Great Place to Work au sein, on va dire, de notre écosystème et nos clients, qui permettent de voir que ces pratiques sont de plus en plus mises en avant. Sans rentrer dans le détail, je peux donner un détail de Insect que j'aime bien, c'est ils ont intégré dans leur outil interne l'ensemble, en fait, chacun au sein de l'entreprise connaît son empreinte carbone sur son domaine d'activité, quoi. C'est-à-dire que le marketing connaît son empreinte carbone, la logistique le connaît, la R&D le connaît, et donc ils arrivent à avoir des objectifs de réduction de l'empreinte carbone, et donc là, chaque collaborateur se réapproprie la partie écologique de l'entreprise. Et après, en nature et découverte, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est plébiscité de plus en plus, c'est-à-dire que l'atteinte d'objectifs écologiques permet aussi une atteinte d'objectifs financiers pour le collaborateur, donc aligner les objectifs de l'entreprise écologique avec des objectifs financiers. Puis après, les autres, je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Comme le temps avance, on peut passer sur la slide d'après, je pense.
L'idée qu'on avait là, et peut-être que Victor... Vas-y, Victoria, pardon, si tu voulais. Non, il n'y a pas de souci. Effectivement, nous, du point de vue de Great Place to Work, on pense vraiment effectivement que la place de l'écologie pour l'entreprise de demain est de plus en plus importante, dans le sens où, en fait, c'est une question qui concerne toutes les entreprises au sens large, que c'est aussi important, effectivement, de l'aligner ces projets avec notamment la raison d'être de l'entreprise, leur mission, leurs valeurs, et qu'on sait qu'effectivement, les valeurs communiquées par l'entreprise sont de plus en plus importantes pour pouvoir attirer et fidéliser donc les talents en termes de marque employeur, et que c'est surtout hyper important d'avoir une politique environnementale sincère. Donc c'est effectivement ce que tu disais, Simon, d'où l'importance d'avoir vraiment une cohérence entre le discours et les actions qu'on va mener, pour effectivement renforcer ce sentiment de confiance que le collaborateur peut avoir envers son entreprise, pardon. Et que c'est important aussi de se poser des bonnes questions, de trouver de meilleures manières de faire, d'autres façons de faire les choses, parce que ça va aussi être porteur d'innovation. Donc c'est tout gagnant, comme on a pu le voir, où c'est effectivement à la fois un besoin et aussi une opportunité pour l'entreprise, que de trouver effectivement, de se poser des questions pour effectivement progresser, être de plus en plus innovant, de plus en plus créatif, et gagner, pourquoi pas, en avantage compétitif sur certains sujets. Et donc voilà, en plus, on est vraiment, dans une période où on a de plus en plus d'attentes en termes des entreprises sur le sujet de l'écologie et sur des sujets de société au sens large. Donc il est important qu'effectivement ces acteurs se positionnent de plus en plus fortement sur ces sujets-là pour pouvoir rentrer dans le cadre de l'entreprise de demain. Voilà. Ah, mais chouette. Et avant de conclure, peut-être, on avait marqué dans la dernière slide que c'était le future of work. Future of work, est-ce que c'est quelque chose chez Great Place to Work, vous qui avez cette expérience en plus en France et dans différents pays, comment vous avez vu cette tendance écologique qui est arrivée dans vos différents référentiels? Comment vous l'avez pris en compte, et quel est votre sentiment un peu d'expert sur vers où ça va aller, quoi? Nous, on est convaincus que c'est le future of work. On en a parlé, tu me disais que c'était aussi ça. Mais preneur d'avoir votre avis sur ça. Ouais, effectivement, nous, on a deux manières de pouvoir... on se pose beaucoup de questions, effectivement, sur ces sujets-là actuellement. Aujourd'hui, avec nos outils, on a plusieurs façons d'évaluer la contribution de l'entreprise. Donc déjà, par la voix des collaborateurs, savoir si ils apprécient la contribution citoyenne de l'entreprise, donc qui va contribuer effectivement à l'évaluation du sentiment de confiance qu'elle va nourrir envers l'entreprise au sens large. Donc, c'est vraiment une des composantes essentielles de la qualité de vie au travail aujourd'hui. Okay. Et la deuxième chose, c'est lorsque l'on va interroger les entreprises sur leurs pratiques managériales, dans quelle mesure est-ce qu'ils portent attention effectivement donc à la fois à la société, donc comment est-ce qu'ils peuvent redonner à la société ou s'inscrire effectivement dans des actions de contribution citoyenne, et comment est-ce que ça peut faire partie aussi de leurs valeurs. Donc, c'est tout ça qui va compter aussi pour notre évaluation du sentiment de confiance de l'expérience collaborateur que peut nourrir l'entreprise au sens large. Okay. Donc ça, c'est là où on va voir beaucoup de bonnes pratiques différentes. Et on peut par exemple parler de la mobilité douce qui peut être très sponsorisée par les entreprises pour financer des moyens de transport plus écologiques. Aussi des créations de partenariats avec des ONG, par exemple chez Great Place to Work, on a eu la chance de pouvoir faire une action collective avec Surfrider Foundation lors de notre séminaire. Donc, ça permet aussi de prendre conscience effectivement de quel pourrait être notre impact en tant qu'individu, et faire bouger les lignes avec plus d'apprenance aussi sur ces sujets-là en entreprise. Donc, c'est des tendances qu'on peut observer. Chouette. Super. Moi, il y avait encore beaucoup à dire. Il y avait encore même une question. Avez-vous des exemples d'objectifs concrets que l'on peut fixer aux managers pour assurer un éco-management? Mais là, vu que le temps est un peu passé, on va mettre des supports en description de la vidéo. Donc, comme ça, il y aura peut-être une réponse à cette question. En tout cas, merci à tous les deux.
Et justement, pardon, il me semble qu'il y a encore 10 minutes. Donc, quelle était la question qui était posée, Jade? c'était, avez-vous des exemples d'objectifs concrets que l'on peut fixer au manager pour assurer un éco-management? Bonne question. Si après on a le temps d'y répondre, on peut répondre maintenant. Ouais, c'était exemple concret d'indicateurs. Je suis désolé, la connexion passe pas très bien. Exemple concret D'objectifs que l'on peut fixer au manager pour assurer un éco-management. Victoria, est-ce que tu veux... Pour le coup, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs manières. Je pense que déjà, c'est important, effectivement, comme on a pu le dire, qu'on puisse suivre toutes les actions écologiques qui sont mises en place par des KPIs, qu'on puisse faire le point régulièrement en équipe sur le retour aussi de ces pratiques, comment est-ce qu'elles sont efficaces, pourquoi est-ce qu'on les met en place, etc. Parce que ça pourra effectivement engager les équipes à long terme. Si on fait des actions pour faire des actions sans qu'on mesure nécessairement les effets que ça peut avoir, les collaborateurs peuvent perdre de sens. Donc pour le coup, je pense que c'est effectivement important de pouvoir faire des retours à la fois en équipe et au niveau de l'entreprise. Et voilà, encore une fois, s'astreindre à effectivement pouvoir collaborer avec les collaborateurs sur les points qui peuvent leur paraître être importants et les suivre par plusieurs biais, que ce soit dans le temps ou avec des KPI plus précis. Mais voilà, je pense que c'est ce que je pourrais donner de la part de Great Place to Work. Ouais, c'est pas évident. Moi, c'est pareil. Sans être les grands spécialistes de tous ces sujets d'éco-management, moi, des pratiques que j'ai vues dans les KPI pour les managers, il y a quelque chose qui fonctionnait assez bien dans plusieurs entreprises, c'était de laisser une partie du temps des collaborateurs au sein de leur équipe pour travailler sur ces sujets. Alors, c'est pas forcément un KPI, hein, mais c'est de se dire, par mois, vous avez potentiellement 2 heures ou 3 heures à allouer le sujet d'écologie au sens large, soit réfléchir dans les pratiques managériales, soit réfléchir sur ce que vous pouvez faire au sein de votre entreprise. C'est exactement ce que tu disais, Victoria, sur l'exemple là de l'entreprise que vous accompagnez. Ils ont imaginé une nouvelle façon de recycler, je ne sais plus quel produit exactement, mais c'était ça, et c'est venu de la base, je crois, des salariés. Exactement. En tant que KPI aussi, on peut imaginer que demain, c'est ce que je vous disais, que chaque manager ait un objectif d'empreinte carbone sur son périmètre, et ça puisse aussi le voir et le piloter avec l'ensemble de ses équipes. Nous, on peut aussi réfléchir, parce qu'il y a de plus en plus de groupes maintenant qui existent sur ces sujets, hein, que ce soit des groupes Slack ou des groupes privés qui réfléchissent à tout ça. Je sais que Great Place to Work, vous m'avez dit que potentiellement vous avez aussi on va dire des bonnes pratiques ou des livres blancs ou des trucs comme ça sur ces sujets, donc potentiellement à voir ce qu'on pourrait regarder ensemble. Et il y a aussi pas mal on va dire, de collaborateurs qui se réunissent maintenant sur des groupes plus ou moins privés. En tout cas, moi, je suis sur des groupes Slack où tout le monde réfléchit ensemble sur ces sujets, parce que c'est assez nouveau et tout le monde est en train de tester des trucs à gauche, à droite. Et c'est ça qui est assez chouette, en tout cas, de voir ces nouvelles pratiques qui sont en train d'arriver au sein des entreprises de par la période et de par toute cette prise de conscience qui est un peu plus globale. Moi, j'avais peut-être une question, Victoria, que je nous pose un peu à nous deux. C'est que j'ai souvent aussi vu, tu vois, alors on disait que c'était associé à des centres de coûts, etc., mais j'ai toujours eu l'impression que dans les entreprises, il y avait une partie des gens qui étaient très motivés sur ces sujets et qui étaient vraiment très moteurs. Tu vois, ça va être 10%, 10-15% des gens, et une partie des gens qui finalement ont l'impression que le choix est ailleurs et pas forcément écologique. Tu vois, donc je voulais voir à quel point c'est un des leviers principaux de bien-être dans l'entreprise. Bon, il y en a évidemment plein d'autres, mais comment vous, chez Great Place to Work, tu vois, par rapport à votre référentiel global, vous dites quoi, je sais pas, l'écologie c'est 1/5 du bien-être, ou je sais pas à quel point on pourrait le valoriser comme ça. Alors pour le coup, effectivement, donc pour répondre à ta première question, je pense effectivement qu'il y a des collaborateurs qui sont plus sensibilisés que d'autres sur ces sujets d'écologie. Après, quantifier exactement combien est-ce que l'écologie peut compter dans la qualité de vie au travail, je ne saurais pas te répondre tout de suite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des valeurs très fortes que peut porter un individu. Donc, c'est important que ces valeurs soient bien alignées pour pouvoir l'embarquer à long terme.
Après, je pense que ce qui est aussi important, c'est de pouvoir faire participer donc dans la vie de l'entreprise ces collaborateurs qui sont plus sensibilisés que d'autres pour effectivement qu'ils soient relais auprès de ceux qui sont un petit peu moins sensibles à tous ces sujets. Pour voilà, qu'on puisse avoir des temps de partage, des temps de share. Nous, par exemple, on a eu l'occasion effectivement de mettre en place ça chez nous. Donc ça marche très, très bien et sur des sujets qui soient l'écologie ou tout autre. Et pour le coup, c'est vrai que quand ça vient d'un pair, bah, on est peut-être plus à l'écoute et plus effectivement en train à voilà, mettre en place des bonnes pratiques si quelqu'un le fait déjà. Donc surtout bien valoriser en fait tous les collaborateurs qui sont portés sur ce sujet-là pour qu'ils puissent entraîner toute la communauté avec eux. Donc je pense que ça, c'est hyper important et puis un levier facile à mettre en place pour les entreprises. Voilà. C'est chouette, et moi je vois des leviers aussi, et je le vois, c'est marrant parce que je le vois dans toutes les entreprises. Il y a à la fois des petites entreprises et des très grosses. Il y a ces fameuses Green Squad ou Green Team. On a eu la chance avec Carbo d'intervenir chez Salesforce, qui est quand même énorme comme boîte, et en fait ils ont 10 000 personnes qui font partie de cette Green Team, quoi. Et ils organisent des événements tous les mois en visio avec différents intervenants extérieurs qui viennent parler, que ce soit des gens dans l'écologie ou que ce soit des gens qui ont fait des bonnes pratiques. Et ça permet de motiver l'ensemble de l'entreprise. Et c'est vrai que ça me semblait assez simple à mettre en place, un peu comme une espèce de quick win, comme la Trex du climat. Et c'est inviter des personnes externes qui ont déjà imaginé ces sujets et pour sensibiliser tout ou partie de l'entreprise. Et ça peut être dans des séminaires internes, ça peut être de manière récurrente tous les mois ou tous les 2 mois. Mais c'est vrai que chez Salesforce, moi j'avais été impressionné. Il y avait, je crois, 500 ou 600 personnes qui suivaient la visio parce qu'ils étaient intéressés sur ces sujets-là et ils avaient envie d'aller plus loin, en tout cas. Et c'était pas uniquement sur les pratiques d'éco-management, mais c'était sur l'écologie au sens large, parce que même si on est, je pense, une partie d'entre nous bien convaincus autour de la table, l'idée c'est vraiment comment on arrive à embarquer l'ensemble de l'entreprise au sens large et que ce soit plus la deuxième ou troisième roue du carrosse, quoi, que ce soit l'écologie qui soit intégrée dans toutes les décisions. Et sur ça, je pense que c'est le futur du travail, mais c'est même le futur de l'entreprise au sens large. On a chez Carbo, on va dire, une vision assez holistique de l'écologie, et on est convaincu que l'écologie doit être un peu dans tous les aspects. Ça va être à la fois les aspects d'investissement, à la fois les aspects par rapport aux clients et à la fois les aspects auprès des salariés individuellement, quoi. Et c'est vraiment tous ensemble qu'on va réussir à pousser dans ce sens-là et essayer d'avoir, on va dire, un future of work plus écologique, mais une société au sens large plus écologique. Okay. Complètement. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou est-ce que moi c'était quasi... Non, pour le coup, il n'y a plus de questions. On avait déjà répondu à notre question qui était quelles sont les actions écologiques à mettre en place en entreprise pour accélérer le bien-être et l'engagement des collaborateurs. On en a déjà répondu. Donc, de toute façon, le timing est bon, il nous reste 2-3 minutes. Ouais. L'idée, je pense, pour toutes et tous, on va republier cette vidéo sur les réseaux. Si vous voulez la re-regarder, nous poser des questions, vous avez nos adresses mail. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des mails ou si vous avez des interrogations sur Great Place to Work et sur Carbo. Great Place to Work, ils sont incroyables sur justement comment on fait pour être une Great Place to Work. Et nous, on essaie d'être aussi bons qu'eux sur la partie environnementale et écologie. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Et moi, pour conclure, je voulais vraiment remercier Victoria et toute l'équipe Great Place to Work d'avoir un peu accepté cette invitation et de sentir que sur les valeurs, en tout cas, même si on sent qu'on est dans des domaines assez différents, on s'est rejoint un peu dès nos premiers calls avec l'ensemble des équipes. Et ça, vraiment, un grand merci, Victoria, à toi et à toute la team. Merci aussi à la team Carbo. Nous, on est ravis de pouvoir travailler avec vous et puis effectivement de se poser des questions de fond sur comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes avec nos 2 expertises différentes mais complémentaires. Donc, c'est super intéressant et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.